La veille de Noël, une école primaire. La seule chose où il a raison. On va rester sur la. M. Darmanin a raison, c'est quand il dit qu'il faut nettoyer les prisons. Oui. Voilà, mais ça, il faut s'y mettre. Mais là aussi, ça demande des moyens parce qu'il n'y a plus de place. Parce que, voilà, mais ça, c'est un point. Allez, on va parler un petit peu, pour changer, de la responsabilité parentale. On va parler de cette école primaire qui a été saccagée à Beauvais, un acte qui révolte les habitants, mais également les élus. Regardez, les images sont assez effrayantes. Rien n'aura été épargné. Matériel informatique, mobilier de classe, aquarium. L'école primaire Alphonse Daudet à Beauvais a été saccagée dans la nuit de lundi à mardi. Un acte qui révolte le maire de la ville. Minable. Je suis dégoûté de voir un tel saccage. Il y a des actes qui mettent la rage aux tripes. Des salles de classe retournées, des actes qui ne doivent pas rester sans conséquences. Sentiment de profonde colère qu'on attaque ainsi à une école une veille de Noël. Une école, le lieu du savoir, de l'instruction, de la transmission, qui permet de s'élever. Ravager une école, c'est s'attaquer à un symbole de notre République. Venu sur place avec le préfet de l'Oise, le maire de Beauvais, Franck Pillat, appelle le ministre de la Justice à plus de fermeté contre ces actes. Quant au préfet, il compte bien trouver les responsables. Tout sera fait pour que les auteurs de ces actes ignobles soient traduits le plus vite possible devant la justice. Une enquête a été ouverte et les passages de la police autour des écoles de Beauvais se sont intensifiés. Non, mais vous avez vu les phrases dans le reportage, oui. Ces phrases convenues, rien ne doit passer, nous serons impitoyables. Enfin, je veux dire, épargnez-nous ça, on les a entendus 10 fois, ça n'a jamais rien donné comme résultat. Si c'était que 10 fois, ça irait. Non, mais la vraie question, c'est celle de la responsabilité parentale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un mythe. Mais c'est pas ça, c'est une attaque contre la République tout entière, ce qui vient de se passer. Parce qu'on parle d'un saccage, du vandalisme, mais on oublie de parler d'un truc de dingue, c'est qu'il y avait des ordinateurs, il y avait du matériel coûteux qui aurait pu être volé. Il n'y a pas eu de vol. Ça montre bien à quel point on était un peu pour saccager un symbole. C'est le plaisir de détruire. C'est le plaisir de détruire, ça veut dire qu'on attaque la République. Aujourd'hui, c'est l'école, demain, vous verrez, ce sera d'autres faits qui nous caractérisent, nous, en tant que société. Donc, encore une fois, ou on prend ça pour un acte de vandalisme, et on est à côté de la plaque, ou on prend ça pour un petit acte délictueux de mômes qui s'emmerdaient et qui se sont dit, tiens, si on allait casser 18 classes sur 20. Non, mais le problème est plus 18 classes sur 20. Non, mais donc, pardon, on s'attaque à la République. Non, mais je me permets d'insister, mais quand son enfant veut changer de sexe, on peut vous déchoir de votre autorité parentale, on en parlait tout à l'heure. Mais en revanche, quand il pas casse, encore, hein, pas tout à fait. Enfin, ça fait partie des recommandations. Ça fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Oui. Mais en revanche, quand il détruit, là, il n'y a plus personne. Mais il y a quand même l'article 227-17 qui punit de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. J'ai trouvé ça le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur. Non, bon, moi, je crois que ça laisse une grande marge d'appréciation au juge, malheureusement, vous l'aurez compris. Je crois que le problème est beaucoup plus vaste. Ah bon ? L'école doit redevenir un sanctuaire, mais dans tous les sens du terme, contre les agissements des voyous, évidemment. Mais comment vous faites ça ? Contre l'islamisme qui en a fait un cheval de Troie, contre le wokisme qui en a fait un cheval de Troie, parce que il est apparemment plus intéressant, plus important d'initier les jeunes têtes blondes au monde merveilleux des drag queens que de leur apprendre à lire, écrire et compter, et contre l'ignorance, parce que quand il y a 40% des gamins qui ne savent ni lire, écrire et compter en 6e, c'est une tragédie. Dernier du classement en maths en Europe. Hein. Oui, ben voilà, on parlait de la catastrophe du narcotrafic, je peux dire que la catastrophe de l'éducation nationale, c'est terrible. Moi, le seul signe d'espoir que je vois, c'est que je pense que si nous reprenons le contrôle de l'école, nous pourrons régler une bonne partie des problèmes. Moi, c'est mon seul espoir. Je pense que c'est le point fort, c'est vraiment sur ça qu'il faut mettre le paquet. Voilà. Arnaud Klarsfeld, puis Vincent Roy, pour ceux qui nous écoutent. Victor Hugo avait écrit un très beau poème après la visite d'un bagne, c'était « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne », et il disait « L'école est sanctuaire autant que la chapelle ». Mais il n'y a plus d'autorité à l'école. Mais il y avait de l'autorité à l'école au début du XXe siècle, où les enfants, d'ailleurs, même de 7e ou de 8e, écrivaient mieux le français qu'un étudiant de lettres aujourd'hui. C'est-à-dire... 7e, 8e, c'était l'équivalent du CM1, CM2. Un élève de 6e, à mon avis, en 1880 ou en 1905, écrivait mieux le français qu'un élève de terminale dans beaucoup de lycées aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, il y avait de l'autorité aussi. Il l'orthographie mieux. Parce qu'on formait des soldats. Les gens étaient en rang et on formait des soldats pour reprendre l'Alsace-Lorraine, en gros. Et il y avait un encadrement qui était quasi militaire à l'école. Et on est passé d'un extrême à l'autre. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'autorité
à l'école et même par rapport à l'époque où j'étais élève dans les petites classes, et aujourd'hui ça a énormément changé. On ne se lève plus quand le professeur arrive. Respect. Bon, on a beaucoup perdu en 40 ans. Les choses ont évolué déjà, considérablement. À l'échelle de 20 ans, on estime qu'un élève de 6e a le niveau d'un élève de CM1 il y a 20 ans. C'est pire que ça. Écoutez, juste une insiste. Les premières années de fac, il y a une prof qui a expliqué que maintenant ils ont le niveau de CM2 en première année de fac. C'est normal d'ailleurs, puisque comme ça pourrit dès le début, évidemment, ça ne peut pas faire des génies en première année de fac. Première année, CM2. Ben voilà. Le numérique est passé par là entre-temps, mais enfin, on ne va pas relancer le débat là-dessus. Oui, c'est global, en effet. Mais bon, est-ce que c'est une idée intéressante à poursuivre? C'est-à-dire que le rétablissement de l'autorité à l'école entraînera, c'est un peu comme le... Oui, mais comment rétablir l'autorité? Entraînera une sorte de cercle vertueux derrière. Éric Nolot dit une chose intéressante. Il dit effectivement, si on reprend le contrôle de l'école, on règle beaucoup de nos problèmes. Mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Pour que ça donne des résultats, il faut attendre une génération. Raison de plus pour commencer tout de suite. Raison de plus pour commencer tout de suite. Mais pour cela, et pour commencer tout de suite, faut-il avoir sur la maladie le vrai diagnostic et le courage politique. Mais si vous écoutez Emmanuel Macron, le dédoublement des classes, c'est la panacée. Non, mais politique et le courage politique n'est pas une vertu totalement française. Est-ce que le dédoublement des classes portera réellement ses fruits? Est-ce que vous les rejoignez, Henri Guénaud, dans ce constat? Moi, je suis encore plus sévère, je dois dire, sur ce qui s'est passé. D'abord, c'est vrai qu'il faut reprendre le contrôle de l'école et que ça n'est pas simple. Mais d'abord, il faut tenir les deux bouts. Hein. Dans la reprise du contrôle de l'école, doit y avoir la fin de l'impunité. On ne peut pas éduquer des enfants, a fortiori des adolescents et des adultes, si l'impunité est un principe. Oui. Or, aujourd'hui, c'est tellement un principe que les voyous recrutent des enfants parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas punis. Pour commettre leurs délits. On va même jusqu'à recruter des tueurs à gages, même. Des tueurs à gages de 14 ans. Donc il faut baisser la majorité pénale, mais jusqu'à quel point? Oui, je pense que là encore, faire attention avec ça. Il faut arrêter d'en faire un tabou et il faut juger en fonction des dégâts qui sont faits à la société. Vous ne pouvez pas traiter un enfant de 14 ans qui est tueur à gages et qui tue de sang-froid comme n'importe quel enfant de 14 ans. Ça n'est plus possible. Voilà. Mais si on veut prendre les choses en amont, indépendamment des peines et de la modification de notre droit pénal pour essayer d'enrayer la violence, si on veut traiter le problème au fond, il faut dans l'éducation qu'il n'y ait plus d'impunité. Ceux qui ne veulent pas aller à l'école, ils vont dans des centres d'éducation fermés, mais il faut les revoir complètement. Moi, j'avais dit un jour, faut faire pour certains, il faut faire ce qu'on appelait des maisons de correction jadis, ou de redressement du 20e siècle. Il faut les construire déjà, il n'y en a pas en France. Du 20e siècle, du 21e siècle. Voilà. Je veux dire qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Mais regardez, c'est l'histoire de Paty. L'histoire de Paty, le coupable pour l'administration de l'éducation nationale, c'était Paty. Voilà, c'était pas les islamistes, c'était Paty. Bon, et donc c'est là encore, pour reprendre la première expression d'Éric Nolot tout à l'heure, l'idéologie a fait des ravages. Mais tout le monde est responsable. La gauche, c'était... alors l'enfant est au centre, c'est plus le savoir, c'est l'enfant. L'instituteur ou le professeur est un accompagnateur, un animateur, qui va aider l'enfant à découvrir lui-même les règles, la connaissance. Bon, tout ça l'éducation est une positive. Folie. Tout ça est une folie. Bon, et de l'autre côté, vous aviez une partie de la droite pour qui l'école, c'était l'employabilité. Mais non, l'école, c'est pas fait pour former des gens employables. C'est fait d'abord, ça vient au fur et à mesure qu'on s'avance dans les études, mais c'est fait d'abord pour former des citoyens, pour former des adultes, faire passer l'enfant à l'âge adulte. Aujourd'hui, on fabrique de grands enfants, mais de grands enfants qui n'ont plus de repères. Ce que nous dit, ce que nous voyons là dans l'école, c'est que nous dit quelque chose sur notre société. Notre société, il n'y a plus d'imaginaire collectif, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. Donc... Et puis l'évolution des délits, c'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est qu'on parle à périmètre constant. Mais les délits, je parle devant un avocat, n'ont plus rien à voir avec l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de délits comme les crimes, assassinats, par exemple au couteau. Avant, ça concernait vraiment du grand banditisme, des voyous. Aujourd'hui, c'est des mômes de 12 ans qui font en plus, et on le sait, on l'a vu depuis quelques années, où des centaines et des centaines d'agressions au couteau pour tuer. Le couteau n'est pas une arme de défense, c'est une arme offensive. On va revenir sur l'histoire du couteau qui remonte à Chachine, les fameux assassins du XIe siècle. Mais historiquement, quand on a à 12 ans un couteau, c'est pour tuer. Donc, quelle justice
par rapport à l'ultraviolence des jeunes, c'est déjà considéré que les délits ont changé par rapport à ceux qui les commettent. Oui. Donc en fait, on voit bien que tous les plans pénaux sont complètement à revoir. Donc il faut être puisque la destination n'est plus la même. D'accord, mais on parle. L'origine n'est plus la même. Il faut être moins frileux sur l'excuse de minorité. Mais bien sûr. On parle. À 12 ans, c'est compliqué quand même. Mais on ne dit pas concrètement comment on va remettre de l'autorité. Oui. Je vois les États-Unis quand même. Il y a des policiers qui sont très autoritaires, des peines qui sont très autoritaires, et ils ont plus de problèmes qu'en France. On le disait tout à l'heure, 150 000 morts par overdose chaque année. En France, j'ai regardé tout à l'heure pendant l'entracte, il y en a 658. Donc les États-Unis qui ont un système très sévère, mais ils ont 1,5 million de prisonniers. C'est-à-dire presque 1% de la population, tandis que nous, on a 80 000 prisonniers. Je vous propose de conclure, si vous voulez réagir, Henri Guénaud, mais j'aimerais qu'on parle aussi de Mayotte avant de finir l'émission. Moi, deux choses. Quand même, si on veut avancer sur cette question, d'abord, il faut respecter les profs, il faut les protéger, il faut les payer, voilà, et il faut qu'ils soient... comme ce qu'ils étaient dans l'école de la République, c'est-à-dire des piliers de la société reconnus comme tels, dont on assure encore une fois le statut social, la sécurité. L'autorité, elle vient de là. Mais que faites-vous quand les profs cèdent eux-mêmes aux sirènes de certaines avancées idéologiques ? Je pense que de moins en moins, les profs cèdent aux sirènes, en tout cas sur la question de l'autorité, parce qu'ils sont les premières victimes. Hein. C'est eux qu'on gifle, c'est eux auxquels on coupe la tête, c'est eux sur lesquels on crache. Vous êtes bien optimiste. Vous voyez l'affaire Paty. Éric Nolot. Vous croyez qu'il y a eu beaucoup de soutien de Samuel Paty parmi ses confrères? C'était le contraire. Ses collègues, il s'est fait lâcher. Les principaux adversaires étaient quand même l'administration de l'éducation nationale. Quand il y avait de l'autorité à l'école, il y avait beaucoup plus de cohérence nationale aussi. Oui, mais alors, les parents maintenant, évidemment, moi, à mon époque, il y avait encore des gens en rang, il y avait des blouses grises à l'école primaire, etc. Mais il y avait une chose, c'est que le jour où l'instituteur donnait une punition à un élève, quand l'élève rentrait chez lui et se plaignait à ses parents de la punition, il en prenait une deuxième. Aujourd'hui, c'est le prof qu'on vient va confronter. frapper. Donc il faut que les peines elles soient très fortes. On parle de Mayotte. Juste un instant sur les parents. La responsabilité des parents, je vais vous raconter juste une petite histoire. Il y a très longtemps, quand j'étais à l'Élysée, je suis allé faire me promener avec les bacs une nuit dans Seine-Saint-Denis. On s'est fait caillasser à un moment donné avec le préfet. Très bien. Et j'ai voulu ensuite revenir dans la commune et voir les parents. Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes, mais il y avait beaucoup de mères. Et vous savez, le cri unanime de ces mères, c'était « il faut que l'État nous laisse faire notre métier de parents ». Parce que ça aussi, c'est quand vous donnez une gifle à votre enfant, on vous met en garde à vue, comme c'est arrivé, ça ne peut pas marcher. J'avais fait pour Nicolas Sarkozy un rapport sur la délinquance des mineurs. J'avais visité tous les commissariats, je ne me rappelle plus, 94 et dans le 93, et les policiers me disaient, quand ils appelaient les parents et quand l'enfant était là, la réponse des parents était « vous pouvez le garder ». Alors j'aimerais qu'on parle s'il vous plaît de Mayotte. Il nous reste 6 minutes avec nos amis auditeurs d'Europe 1 et même avant la fin de l'émission tout court. On a appris finalement que François Bayrou se rendrait à Mayotte dimanche et lundi. Ça y est, on a l'agenda. Bon, il était temps. Après l'épisode Emmanuel Macron sur place, il se s'est attendu. On l'imagine, lui aussi. On verra ce que ça donne, la confrontation avec les habitants. Mayotte ou l'impossible reconstruction. On a vu que l'approvisionnement en eau potable, en vivres en tout genre, en denrées de première nécessité, reste quand même assez compliqué dans toutes les communes de ce département. 2011-2024, Henri Guénaud, qu'a-t-on raté depuis la départementalisation, dont on a beaucoup accusé d'ailleurs Nicolas Sarkozy d'être l'artisan, alors que c'était antérieur à sa présidence. C'était antérieur et il y avait un consensus quasiment unanime. Il fallait que ça évolue. Alors, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée parce que ça nous a enfermés dans une rigidité juridique très forte. Vous pouvez faire des ajustements à la marge, mais si vous voulez faire des ajustements du droit local plus importants, il faut changer la Constitution. C'est très difficile et si vous le faites pour un département, fût-ce Mayotte, vous ouvrez une porte à d'autres transformations, une sorte de désagrégation de l'unicité du droit national. Mais
maintenant, c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand vous regardez la situation géographique de Mayotte, quand vous voyez que les Comores se débarrassent de tous les gens qui veulent partir et qui ne veulent absolument pas reprendre leurs nationaux, vous êtes devant un problème encore plus difficile à résoudre que celui des OQTF en Méditerranée. Quoi. Oui, la proximité des côtes des autres îles et ça n'est pas que le droit du sol, même si on peut penser que le droit du sol a sa part, c'est aussi le fait que même dans cette situation, à Mayotte, on vit beaucoup, beaucoup mieux qu'aux Comores. Oui. Voilà. Vincent Roy, est-ce qu'il faut tout imputer à la submersion migratoire ou on a quand même un peu fermé les yeux sur une misère qui, nous, métropolitains, nous concernait peu? Les deux, mon général. Les deux. Mais enfin, la submersion migratoire est quand même un problème. Elle est cause de misère aussi. Elle est cause de misère. C'est-à-dire que. Elle a accru. Effectivement, les problèmes sont connexes. Mais enfin, il y a longtemps qu'on a laissé dépérir une situation, et notamment avec l'émigration comorienne, on a laissé dépérir totalement cette situation. Il y avait peut-être une possibilité, dans des conditions juridiques particulières, de dénoncer le droit du sol, parce qu'il y a là manifestement un problème. Les mères viennent accoucher de façon à ce que ce qu'a voulu faire Gérald Darmanin, leurs enfants, ce qu'a voulu faire Gérald Darmanin, c'est pas simple à faire. Mais enfin, je veux dire, on a laissé. C'est quand même pas à notre honneur ce qu'on a fait à Mayotte depuis longtemps. On peut quand même pas s'enorgueillir d'avoir laissé un département français. C'est plutôt à mettre du côté de la honte de la France de s'être comporté ainsi avec les Mahorais. De conclusion pour les uns et les autres, Éric Nolot, est-ce qu'il est encore temps de rectifier le tir ou là vraiment c'est venu parachever un regardez désastre quelles sont les habitations qui ont été jetées bas par le cyclone. Vous croyez qu'on obtient ça en 15 jours ? Ça, c'est des années et des années d'incurie. Enfin, la submersion migratoire jouait un rôle primordial. Or, qui est-ce qui s'est opposé ? Notre vieil ami, l'idéologie. Il fallait rien faire. Regardez le résultat de l'inaction. C'est pas ça qui a provoqué le cyclone, mais ça a amplifié le désastre. Donc, en effet, si ça, c'est pas le signe du réveil et qu'on va changer d'attitude et de politique, alors rien ne le rendra possible. Préciser aussi que les autorités comoriennes nous ont pas beaucoup aidés. Il y a beaucoup de gens qui ont exercé de hautes fonctions dans les territoires d'outre-mer et qui sont assez pessimistes sur l'avenir des territoires d'outre-mer et la continuation de leur appartenance à la France dans les prochaines décennies. Et pour ce qui est de Mayotte, il est évident, quand j'étais président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, j'avais proposé que le droit du sol soit changé à Mayotte, parce que c'est vrai que 30 ou 40% de personnes en situation irrégulière, dans un environnement qui est déjà pauvre, c'est quand une catastrophe se produit, eh bien, il y a des résultats. Et avec tous les risques que ça a induit aussi pour les maternités. Mais enfin, je remarque qu'il y a quand même 3 premiers ministres qui vont ensemble à Mayotte, Bayrou, Borne et Valls. Après vous, monsieur le Premier ministre, après vous, madame la Première ministre. Ce qui fut français, parce que le cyclone l'a détruit, c'est le plus grand bidonville d'Europe. C'était quand même on a connu les territoires perdus de la République, on en a parlé tout à l'heure. C'est incroyable quand même que ce soit un cyclone qui ait mis en relief un territoire abandonné par la République. Et ça a été abandonné par la République. Et plein de Français se réveillent aujourd'hui et grâce à un cyclone, grâce à cette catastrophe, on se rend compte de la catastrophe politique de ces 15-20 dernières années. C'est hallucinant. Un mot, Regueno, sur le choix qui s'est porté sur Manuel Valls. Nouvelle-Calédonie, Martinique, bon, c'est un peu moins grave, mais enfin, c'est pas encore réglé la question de la cherté de la vie en Martinique. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est encore, c'est un peu le. C'est deux problèmes différents. Le dossier, oui, mais c'est le dossier abandonné que je connais bien, comme vous savez. Et maintenant, Mayotte. Est-ce que Manuel Valls est l'homme de la situation? Il a un côté un peu kamikaze, comme dit François Bayrou. Vous comprenez ce qu'il a voulu dire? Oui, parce qu'un ministre qui en plus a sans doute un temps de fonction assez compté ne peut pas résoudre du jour au lendemain des problèmes pareils. Mayotte, c'est l'incurie qui nous saute, quelque chose qu'on a laissé pourrir pendant des décennies, qui nous saute à la figure, comme toujours quand on laisse pourrir des situations. Mais les moyens aujourd'hui pour régler le problème de Mayotte ou celui de la Nouvelle-Calédonie, et même par certains côtés celui de la Guyane, sont des moyens très limités. Et il faudra et de la volonté, et des moyens, et du temps. Non, moi, je ne suis pas pour qu'on abandonne les territoires d'outre-mer. Je pense qu'ils font partie de la grandeur de la France, et que, sauf si vraiment les populations ne veulent plus rester françaises, mais je trouve que le sort quand même de la Martinique et de la Guadeloupe est plus enviable que celui d'Haïti, d'où les Français sont partis au XVIIIe siècle. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. J'étais ravie de présenter
présenté Punchline en votre compagnie ce soir. On remercie nos amis auditeurs d'Europe 1 qui vont poursuivre leur soir avec Stéphanie Demuru. Vous avez rendez-vous dans Europe 1 Soir dans un instant. Et c'est Élodie Huchard qui présidera à l'antenne pour la suite des réjouissances de cette fin d'année sur CNews. Excellente fin d'année et à très vite.